Posez-vous une question honnête. La dernière fois que vous avez accompli quelque chose dont vous étiez fier, est-ce que vous avez pensé à le poster? Si la réponse est oui, même fugacement, même une demi-seconde, vous êtes déjà à l'intérieur de la prison dont nous allons parler aujourd'hui. Et je veux être clair là-dessus, ce n'est pas votre faute. Ce réflexe ne vient pas de nulle part, il n'est pas le signe d'une faiblesse de caractère. Il a été fabriqué. Des équipes d'ingénieurs, de psychologues comportementaux et de designers ont travaillé pendant des années pour que ce réflexe devienne aussi naturel que respirer. Ils savaient exactement ce qu'ils construisaient. Aujourd'hui, nous allons démonter ce mécanisme pièce par pièce. Nous allons remonter à sa source intellectuelle, un philosophe français qui avait anticipé tout cela en 1967, bien avant qu'Internet existe. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau coopère avec ce système sans que vous l'ayez jamais décidé consciemment. Et nous allons construire ensemble des outils concrets pour reprendre la main. Si vous avez vu notre dernière vidéo sur le narcissique individuel, ce qui suit est la suite naturelle de cette analyse. Si c'est votre première fois ici, pas d'inquiétude, cette vidéo se suffit à elle-même. Bienvenue dans l'analyse de la prison moderne. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut retourner en 1967. Paris. Un homme de 35 ans publie un texte qui va faire scandale dans les cercles intellectuels, passer complètement inaperçu dans les médias grand public et se révéler 50 ans plus tard comme l'une des analyses les plus précises jamais écrites sur notre époque. Cet homme s'appelle Guy Debord et le texte s'appelle « La société du spectacle ». Debord est une figure difficile à classer. Philosophe, cinéaste, fondateur de l'Internationale situationniste, un mouvement qui mêlait critique marxiste, art radical et provocation politique. Il n'était pas du genre à chercher la validation des institutions académiques. Mais dans ce texte, il formule quelque chose de fondamental sur la trajectoire de nos sociétés modernes. Sa thèse de départ est la suivante. Notre rapport au réel a subi une dégradation progressive à travers 3 stades historiques. 1. L'être. L'homme se définit par ce qu'il est réellement, par ses actes, ses valeurs, ses compétences, par ce qu'il fait quand personne ne regarde. La valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas du regard extérieur pour exister. 2. L'avoir. Avec l'essor du commerce et du capitalisme industriel, l'homme commence à se définir par ce qu'il possède. La maison, la voiture, le titre, le compte en banque. La valeur devient externe et mesurable, mais elle reste au moins ancrée dans quelque chose de tangible. Les objets existent vraiment. 3. Le paraître. L'homme ne se définit plus que par ce qu'il montre, par l'image qu'il projette, par la façon dont il est perçu par les autres. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental bascule. La réalité de l'expérience vécue disparaît derrière sa représentation. Ce n'est plus ce que vous faites qui compte réellement, c'est ce que les autres croient que vous faites. Ce n'est plus ce que vous ressentez qui importe, c'est ce que vous paraissez ressentir. Debord appelle ça le spectacle, et sa définition mérite qu'on s'y arrête. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, c'est un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Prenez le temps de relire cette phrase parce qu'elle dit tout. Ce qui structure nos relations sociales aujourd'hui, ce ne sont plus nos interactions directes, ce sont les images que nous projetons et que nous consommons. Votre réputation n'est plus ce que vos proches pensent de vous en vous côtoyant au quotidien, c'est ce que des inconnus perçoivent de votre profil en 3 secondes de scroll. Ce qui rend Debord fascinant, c'est qu'il écrit tout ça avant Internet, avant les smartphones, avant les réseaux sociaux. Il décrit un mouvement de fond qui était déjà à l'œuvre dans la société de consommation des années 60. Mais ce que les plateformes numériques ont accompli, c'est la démocratisation totale de la production du spectacle. Avant, il fallait être une célébrité pour projeter une image à grande échelle. Aujourd'hui,
N'importe qui peut construire et distribuer une version filtrée de lui-même à des milliers de personnes. Et c'est précisément là que commence votre dépossession. Debord nous donne le diagnostic, mais pas la mécanique précise. Pour ça, il faut aller chercher du côté de la psychologie comportementale. Les plateformes numériques ne sont pas des espaces neutres. Ce sont des environnements ingéniés pour maximiser un seul comportement, votre dépendance. Le mécanisme central s'appelle le Variable Reward Schedule, le calendrier de récompense variable. C'est un concept issu des travaux du psychologue B.F. Skinner dans les années 1950. Skinner découvre que si vous récompensez un comportement de façon aléatoire, parfois une récompense, parfois rien, l'individu va répéter ce comportement de façon compulsive, bien plus que si la récompense est systématique. Pourquoi ? Parce que l'incertitude crée une tension, et cette tension est addictive. C'est le principe des machines à sous. Ce n'est pas le gain qui crée la dépendance, c'est l'espoir du gain, l'attente, le peut-être. Les ingénieurs des plateformes le savent parfaitement. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté et admis publiquement. Tristan Harris, ancien responsable du design éthique chez Google, a expliqué en détail comment ces mécanismes ont été délibérément intégrés dans la conception des interfaces. Sean Parker, cofondateur de Facebook, a reconnu dans une interview que l'objectif, dès le départ, était d'exploiter une vulnérabilité bien précise de la psychologie humaine, le besoin de validation sociale. Leur formule était simple et cynique. Comment occuper le maximum de votre temps et de votre attention ? La réponse qu'ils ont trouvée ? En vous administrant des doses de validation sociale de façon intermittente et imprévisible. Le bouton « Like » n'est pas un outil de communication, c'est un mécanisme de conditionnement. Nietzsche entre en scène ici, parce que ce système de validation algorithmique correspond exactement à ce qu'il appelait la morale du troupeau. Cette dynamique par laquelle un individu finit par mesurer sa propre valeur à l'aune de l'approbation qu'il reçoit de la masse. Pour Nietzsche, l'individu véritablement souverain est celui qui crée ses propres critères de valeur, qui n'a pas besoin du regard extérieur pour se sentir légitime dans ce qu'il fait. Les plateformes produisent exactement l'inverse, des individus dont l'identité entière est construite en réaction au regard d'autrui, et qui ne savent plus très bien qui ils sont une fois le téléphone éteint. La prison moderne n'a pas de barreaux visibles, et son paradoxe le plus cruel, c'est que vous en êtes simultanément le prisonnier et le gardien. Chaque fois que vous ouvrez l'application pour vérifier vos statistiques, vous retournez en cellule volontairement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on sort de là ? Je vais vous proposer 3 axes de travail. Pas des injonctions abstraites du type « soyez authentique » ou « déconnectez-vous », mais des pratiques avec une logique psychologique derrière chacune. Premier axe, apprendre à déshabiller l'image. Machiavel explique dans Le Prince que celui qui veut comprendre les rapports de pouvoir doit apprendre à voir derrière les apparences, à lire ce qui se passe réellement sous la surface de ce qui est montré. La leçon symétrique, celle qu'il donne malgré lui, c'est que le spectateur habile doit développer la même compétence face à ceux qui projettent une image. Appliquez ça à votre consommation de contenu en ligne. Quand vous voyez une image de succès, la villa au bord de la mer, la liberté financière, le corps parfait, la relation idéale, entraînez-vous à poser 2 questions systématiquement. La première, qu'est-ce qu'on essaie de me vendre ici ? La seconde, quel vide cette image tente-t-elle de combler ? Ce n'est pas du cynisme gratuit, c'est une compétence de lecture. Un influenceur qui affiche une voiture de luxe vous vend un sentiment de rareté en exploitant votre désir d'appartenance sociale. Un autre qui affiche un physique sculpté vous vend de l'insécurité sur votre propre corps, habilement déguisé en source d'inspiration.
Un troisième qui mise tout sur l'authenticité et l'imperfection assumée a souvent compris que l'authenticité est elle-même devenue une esthétique rentable à performer. Comprendre ces mécanismes ne vous rend pas totalement imperméable à leur effet, personne ne l'est complètement. Mais ça modifie fondamentalement votre rapport émotionnel à ce que vous consommez. Vous glissez du statut de spectateur passif vers celui d'observateur lucide, et cette distance change tout. Deuxième axe, agir sans témoin. C'est probablement le plus difficile des trois, et sans doute le plus transformateur. Machiavel parle de virtu pour désigner cette capacité d'action souveraine qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour s'exercer. Nietzsche, de son côté, décrit la vraie puissance comme celle qui n'a pas besoin de témoins pour se manifester. Les deux convergent vers la même idée. La valeur d'un acte ne réside pas dans sa visibilité. La pratique concrète est simple à formuler, difficile à tenir. Identifiez une activité que vous faites régulièrement et décidez qu'elle ne sera jamais partagée sur aucune plateforme. Pas une activité secrète, simplement une activité qui reste privée. Un livre que vous lisez, une pratique sportive, un projet que vous construisez lentement dans votre coin. Observez ensuite ce que ce choix produit sur votre rapport à l'activité elle-même. Quand vous retirez la dimension de l'audience, réelle ou seulement imaginée, quelque chose se déplace. L'activité retrouve sa valeur propre, indépendante de ce que les autres en penseraient. Elle redevient une expérience réellement vécue, plutôt qu'une expérience produite pour être consommée. Dans une économie qui se nourrit intégralement de votre attention, l'invisibilité choisie est une forme de résistance qui coûte peu et rapporte beaucoup. Troisième axe, reprendre le contrôle de votre consommation. Je ne vais pas vous conseiller de supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux. C'est une réponse naïve qui ignore la réalité de 2026. Et ces outils ont par ailleurs des usages parfaitement légitimes et précieux. Ce que je vous propose, c'est de travailler sur votre ratio de consommation. Faites l'exercice suivant. Prenez les 10 derniers comptes ou créateurs que vous avez consultés cette semaine. Pour chacun, posez-vous une question simple. Après avoir consommé ce contenu, est-ce que vous vous sentiez plus compétent, mieux informé, plus inspiré, ou est-ce que vous vous sentiez surtout plus vide, plus envieux, plus agité? La distinction est généralement très claire une fois qu'on se donne la peine de l'observer. Le contenu qui transmet de la connaissance ou des compétences vous laisse quelque chose après coup. Le contenu qui vend principalement de l'aspiration et de l'envie vous prend quelque chose, du temps, de l'énergie mentale, de l'estime de vous-même. Les deux catégories peuvent se présenter sous des habillages très similaires. La différence ne se voit pas dans la forme, elle se ressent dans l'effet. Ajustez progressivement votre alimentation numérique en fonction de cet indicateur. Remplacez un compte aspirationnel par un compte réellement éducatif. Observez l'effet sur votre humeur générale sur 2 ou 3 semaines et continuez dans cette direction si le résultat est positif. L'image n'est une prison que si vous lui accordez le pouvoir de définir votre réalité. Sortir du spectacle narcissique ne vous coûte rien de ce qui compte vraiment. Cela ne vous rend pas invisible aux yeux des personnes qui ont de l'importance dans votre vie. Ce que cela fait, c'est vous restituer quelque chose que vous avez progressivement cédé sans vous en rendre compte. Votre temps, votre capacité d'attention et surtout votre rapport à vous-même. Un rapport qui n'a plus besoin de passer par le filtre du regard extérieur pour exister. Debord avait compris une chose essentielle sur le fonctionnement du spectacle. Il ne vous impose rien par la contrainte. Il rend simplement la conformité confortable et la résistance légèrement coûteuse. La vraie liberté commence au moment où vous décidez que ce coût mérite d'être assumé. La vie réelle ne se passe pas sur votre fil d'actualité. Elle se passe dans le hors-champ. Là où personne ne regarde. Là où vous n'avez rien à prouver, rien à montrer, rien à performer pour exister aux yeux de quelqu'un.
Ne laissez pas un algorithme définir ce que vous valez. Ne laissez pas un écran vous dicter ce que vous devriez désirer. Brisez le miroir. Sortez de la prison. Restez souverain.